Je vous présente la toute première, celle qui va briser la glace sans vouloir faire de jeu de mots cet après-midi, pour venir nous parler de la réflexion sur l'ostéopathie, legs des fondateurs M. Still et M. Sutherland. Elle est graduée de l'Université de Montréal de l'École de réadaptation en 1967. Elle a eu une maîtrise en 1974, présentation et acceptation de thèse en ostéopathie par le Collège d'études d'ostéopathie en 1988. À l'Université de Montréal, elle enseigne depuis plusieurs années à la Faculté de médecine, à l'École de réadaptation aussi les principes physiques et hydrauliques applicables à la physiologie humaine. Elle a fait ça pendant plus de 10 ans. Elle a enseigné aussi au Collège d'études ostéopathiques de Montréal et à Toronto et en Allemagne pendant plus de 11 ans. Elle est membre et enseignante de la Faculté francophone d'enseignement modèle biodynamique de l'ostéopathie depuis 1999 et elle est membre du Registre d'ostéopathie du Québec, membre de American Cranial Academy USA. Elle est membre du SCTF aux États-Unis, donc SCTF. Elle est membre du SCAB de la Belgique. Accueillez avec moi Madame Françoise Desrosiers. J'aimerais tout d'abord remercier le comité organisateur pour nous m'avoir invité et de permettre de belles échanges et de belles rencontres dans un milieu si merveilleux. C'est quand même, ça nous paraît peut-être prétentieux de parler d'ostéopathie à des ostéopathes. C'est vraiment sans prétention. Et c'est uniquement dans le sens de mon dévouement pour la pratique et les principes de l'ostéopathie. Parce qu'au cours des années, j'ai remarqué qu'on a de très belles présentations, on a des études, on a de la recherche, comme on a vu ce matin, qui devient pure et dure, et qu'en bout de ligne, on oublie le principe fondamental de l'ostéopathie. Et si je vous le demande, vous allez peut-être ne pas le savoir. Et c'est ce qui arrive à chaque moment. Mais chacun a sa recherche personnelle également, et ça a été pour moi de reconnaître qu'est-ce que c'est que ce principe. Quel est ce principe d'autorégulation et d'auto-guérison? Ces forces inhérentes, qu'est-ce que c'est? Alors, ça m'a habité et m'a amené à une recherche dans son sens propre, comme les fondateurs nous l'ont légué à travers la transmission orale. Et avec un très grand respect profond de Dr. Fryman, qui m'a appris que see life coming through the skin. Life through is a human being with all its potency. Voir la vie passer à travers notre peau et que la vie est l'être humain avec toute son potency. Parce que Dr. Sutherland nous a donné un drôle de défi. Il nous a dit « Find the health ». Trouver la santé, tous on peut trouver la maladie. Alors c'est ce que j'aimerais apporter. Et aussi ce matin, on a parlé de quelque chose qui est super important, du langage ostéopathique. Et croyez-moi, c'est vrai que c'est un vrai problème. Lorsqu'on fait des programmes de cours et qui veulent être crédités, c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Et on se demande souvent, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Alors, on est un peu dans ce dilemme, mais aussi pourquoi que ça se passe comme ça? D'où ça provient, cette idée que ce langage est plus ou moins adapté? Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour ça à travers cette présentation. Alors, Still nous a donné que la vie est la plus grande force de l'univers. La vie, l'invisible expression du divin. Et ce que nous posent les gens, ce que nous posent nos patients et qu'on ne sait jamais répondre, qu'est-ce que l'ostéopathie? Bien sûr, c'est les os. Ostéopathie. Os, qu'est-ce qu'en pensait Dr. Still? Et là, c'est intéressant parce que lorsqu'il enseignait à ses étudiants, il disait que l'anglais est la langue maternelle avec laquelle on pouvait penser avec succès. Ah, tu aimes ça, Clive? Hein? C'est pas mal, hein? Il ne m'écoute pas.
Alors, il parlait de la tête, du crâne, il parlait des hanches, du bassin, du cou, des cervicales, okay, de ceinture scapulaire. Et enfin, il parlait de bones. Et lorsqu'il parlait, il disait également os. Ce n'est pas les bones, mais bien os dans le sens qu'il y avait une autre sensation derrière le mot. Et que c'était pour la compréhension du corps humain, ses puissances, ses principes et ses mouvements. Si vous avez une compréhension de l'anatomie vivante, vous ne serez pas déçu de votre travail. Il était plutôt direct dans ses explications et demandait « Qu'est-ce que l'anatomie ?» Après la recherche comme ça, c'est quoi l'anatomie? Alors, selon lui, il y avait 5 caractéristiques. Les formes, la physiologie, la biochimie, l'histologie et le mouvement de vie qui passe à travers toutes ces caractéristiques. Plutôt que de combattre les effets tels les maladies et les dysfonctions, serait-il de supporter la santé, ressentir ce wholeness. Il ajoute de tout savoir sur les os, il revient encore avec os, dans son entièreté, que l'on peut relier les 2 extrémités de l'éternité. Langage, hein? Et que notre esprit, dans un silence profond, peut boire de cette fontaine éternelle. Ah ben là, vous avez tout compris, hein? Il allait encore plus loin. Faites-vous confiance à la vie. La vie qui est cette plus grande force de l'univers. Faites-vous confiance à la mort. Est-ce que la vie, la mort, sera interreliée avec ses pleins et ses vides? Mais c'est également métabolique. C'est une fonction métabolique. Alors, l'ostéopathie de l'ancien grec, de ostéon, structure de la matière vivante. Pathos, souffrance intérieure profonde. On commence à s'éloigner de l'os. L'anatomie du XVIe siècle de Vesalius est toujours valide comme fondement scientifique de toute médecine. C'est une anatomie du corps humain totalement développée. Il peut y avoir d'autres anatomies d'un humain, non complètement développées ou pas encore développées. Je me demande qu'est-ce que c'est. Mais cette question n'est pas exploitée par Vesalius. Et là encore, Dr. Still, il nous dit, l'ostéopathie, c'est une science sacrée. Elle est sacrée parce que c'est une puissance, un pouvoir de guérison. On se rapproche de l'autorégulation, auto-guérison, à travers toute nature. Le but de Still n'était pas de comprendre la cohésion des phénomènes, était de comprendre la cohésion des phénomènes, plutôt que l'analyse de la matière. La recherche est nécessaire, oui, j'en conviens, mais on a différents points de vue. Elle aide aussi à rassurer le cartésien et celui qui vient d'une approche beaucoup plus holistique, d'amener cet équilibre et de communiquer ensemble. Et à un certain moment, on fait ces liens et on retrouve que les deux peuvent avoir cet état d'équilibre. Par contre, la science s'oppose-t-elle à l'ordre profond des certitudes inscrites dans le sacré? Jean Guiton a écrit un livre, Le divin et le sacré. Le divin, c'est quand même un gros mot, hein? Oui, on est dans une chapelle. Mais de toute coutume, de toute tradition, je pense qu'on en vient à quelque chose qui est plus grand que nous. On peut l'appeler ce que l'on veut. Et Pasteur écrivait, « Peu de science nous éloigne du divin, mais beaucoup nous y ramène. » Au XVIe siècle, le peintre et anatomiste reconnu de la Renaissance, Leonardo da Vinci, qui aussi est ingénieur, très concret, comme on l'a vu avec nos cervicales, il est le plus original et le plus perceptuel des anatomistes de son temps. Il fait l'étude des formes, reconnu la fonction. Il se demande toujours comment, d'où ça vient, pourquoi. Il a sûrement une intelligence qui a permis cette architecture vivante. Ah, je parie que c'est la santé.
que c'est la pensée. Excusez-moi. Et il commence à faire des dissections sur le crâne des bovins. Il s'aperçoit qu'il y a des enveloppes qui sont collées. Il dit, c'est sûrement là. Il les injecte de cire chaude. Il voit la forme et dit, c'est sûrement la pensée. Et il dit, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est vivant? Où est l'origine de tous ces effets visibles et fonctionnels et concrets? L'expression encore là de notre idée divine. Cette rose est l'expression du mystère de l'être. Elle est simple, pure, sereine, silencieuse, sûre d'elle-même. En un mot, naturelle. Et fait partie des lois naturelles, comme nous. Comme exprimant la présence d'un esprit, une idée invisible, un design qui est la matrice sous cette forme visible. Le patient est aussi l'expression divine, est une expérience de vie, est une sagesse dans son entièreté, est un système vivant, il n'est pas une maladie. Et qu'à chaque fois qu'un patient entre dans vos bureaux, il est cette expression de sagesse. Alors, nature, divin, homme, au départ, une substance, une respiration, un mouvement. Et d'un lieu, quelque part, sans adresse non connue, mystérieusement, de cette substance immatérielle, mystérieusement une sagesse, la vie. Substance protoplasmique vivante, qui est cette même substance protoplasmique que Still disait qui remplissait tout l'univers. Un mouvement est animé, des formes se configurent, il y a création. Une impulsion embryonnaire et l'embryon respire. De cet espace où il y a l'idée, où il y a le design, la matrice, il y a une substance protoplasmique qui remplit tout l'univers. Cette forme est parfaite et contient toutes les informations de forme, de spécificité, de diversité dont tous nous sommes les effets. Avec nos besoins cellulaires, moléculaires, organiques, tissulaires. Dr. Sutherland, dans son livre Osteopathic in a Cranial Field, mais vraiment la première édition, paraphrase Dr. Still. Et là commence le problème de langage. Il dessine, en dessinant une image d'un système parfait sans perturbation. C'est cette maison sous l'océan où les portes et les fenêtres sont ouvertes pour laisser passer la marée. Ah ben là, qu'est-ce qu'il voulait dire encore? On a un problème de langage. Dr. Sutherland utilisait beaucoup d'allégories, beaucoup de métaphores, ce qui nous a amené beaucoup de confusion. Et en plus, cette ostéopathie est américaine, donc de langue anglaise, et dans la traduction, on a oublié le sens de les mots. Donc on doit reprendre notre exploration à travers ce langage et de comprendre dans cette écoute ostéopathique quel est le vrai sens de ce qu'il voulait nous dire. Alors, pour exprimer cette maison sous l'océan était pour exprimer ce quelque chose de même intelligence qui gouverne la rotation de la Terre, de la Lune, du Soleil, des planètes et de la marée de l'océan. Et pourquoi il a pris cette image? C'est qu'il s'est inspiré de Rachel Carson du livre « La mer autour de nous ». Et Carson dépasse presque les limites de notre imagination lorsqu'elle parle des rochers liquides modelés par l'océan de la marée. Cette mer autour de nous est plus qu'un silence profond. Et que ces mouvements ne sont pas